4. Tu bluffes, Martini. Tu parles comme ça? Y a quoi de bien? Les films à ne pas rater, les séries à binge-watcher, on vous dit tout des incontournables du moment. C'est cela, oui. It's gonna be legendary. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de notre émission Y'a quoi de bien. On va vous proposer une spéciale bilan de l'année cinéma, fin d'année oblige. Y avait quoi de bien en 2019, on va tout vous dire en revenant sur le top 10 ciné de la rédaction d'Allociné. On vous donnera aussi notre flop 5 de l'année et ça on sait que vous l'attendez. Quels sont les films qui ont fait battre le cœur de la rédaction cette année et quels sont ceux qui nous ont fait dire « je suis pas venu là pour souffrir ». Vous allez tout savoir et en fin d'émission, on vous donnera chacun notre film de la décennie. Rien que ça. Nous avons réuni quelques membres de la rédaction pour parler de ces coups de cœur, en débattre un peu aussi. Je suis Brigitte Baronnet et j'ai autour de moi Laetitia Rattan, salut. Salut. Léa Baudin, salut. Hello. Thomas Desroches, salut. Hello. Maximilien Pierrette, salut. Bonjour. Et Corentin Palanchini, salut. Salut. Et Jean-Maxime Renaud qui est aux manettes, salut. Merci d'être là. DJ Jean-Maxime. Comment avons-nous établi ce top? D'abord, c'est tout simple. Toute la rédaction a voté pour des films sortis ou diffusés en France entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Donc ça inclut également Netflix et toutes les plateformes. Et on a gardé les films qui ont été vus par au moins 9 journalistes de la rédaction d'Allociné, sachant qu'on est environ une trentaine. Allez, c'est parti, le déroulé est tout simple. On commence par le numéro 10 de la rédac et on va remonter petit à petit jusqu'au numéro 1. Et ce numéro 10, c'est une surprise, c'est un film d'animation, Klaus, réalisé par l'espagnol Sergio Pablos, disponible sur Netflix depuis le 15 novembre. On aurait aussi pu imaginer un autre film d'animation comme J'ai perdu mon corps, qui a également beaucoup plu à la rédac. Klaus est un parfait choix pour cette période des fêtes. Si vous ne l'avez pas encore vu, on y suit le jeune facteur Jesper qui part en mission sur une île enneigée au nord du cercle arctique. Max, pourquoi nous recommandes-tu ce film ? Déjà, c'est un joli film d'animation. On n'est pas dans le tout numérique en fait, auquel on est un peu trop habitué aujourd'hui. Tu parlais de J'ai perdu mon corps, qui vraiment c'est d'animation 2D. Là, on est dans un mélange entre la 2D et la 3D. Donc déjà, il y a quelque chose d'assez atypique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui revisite à sa façon la légende du Père Noël. C'est un peu, par exemple, de la même façon que Shakespeare in Love expliquer comment Shakespeare avait été inspiré par ce qui s'est passé autour de lui pour écrire Roméo et Juliette. Et ben là, en fait, c'est dans cette aventure, en fait, vont se passer plusieurs péripéties qui vont contribuer à ce qui est devenu aujourd'hui la légende du Père Noël. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si ça a été entièrement romancé, mais c'est assez intéressant comme approche, ce côté un petit peu de démystifier la figure du Père Noël tout en gardant un petit peu de magie. Et est-ce que tu dirais que c'est un film qui s'adresse avant tout aux enfants ou les parents vont pas trop s'ennuyer s'ils regardent ça avec leurs enfants? Non, je pense que c'est évidemment un film familial, mais les parents vont pas s'ennuyer parce que justement il y a ce côté-là où t'es assez intrigué, t'es assez intéressé par la façon dont les scénaristes et les réalisateurs justement ils arrivent à expliquer pourquoi on a imaginé que le Père Noël volait sur un traîneau avec des rennes, pourquoi est-ce que justement il y a cette tradition du Père Noël qui offre des jouets aux enfants le jour de Noël. C'est assez intéressant en fait, c'est de voir comment ils ont abordé ça. Et il y a un casting vocal aussi assez classe, que ce soit côté américain ou côté français. Côté français, je crois qu'il y a Alex Lutz. Alex Lutz qui joue le héros dont tu parlais, c'est François Berléand qui joue le personnage donc, qui sera le Père Noël. Il y a Karine Viard aussi qui a un petit rôle, Leila Bekti. Et aux États-Unis, on a Jason Schwartzman, on a J.K. Simmons qui avait été oscarisé pour Whiplash, qui lui joue le rôle du Père Noël. Non, c'est un beau casting, donc c'est aussi pour ça que les adultes peuvent le voir, c'est qu'en VO, le casting vaut vraiment le coup. Donc ça s'appelle Klaus, c'est réalisé par l'espagnol Sergio Pablos et c'est disponible sur Netflix depuis le 15 novembre. On passe déjà au numéro 9, on va te retrouver Max, Douleur et gloire, dernier film signé d'un autre cinéaste espagnol, Pedro Almodóvar. Ce film était en compétition au Festival de Cannes en mai dernier et quelque chose me dit que plusieurs autres films cannois seront dans notre top, vu la qualité de la sélection cette année. Douleur et gloire, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu le film miroir de Pedro Almodóvar qui revient sur ses obsessions dans un film grandiose porté par un grand Antonio Banderas dans le rôle d'un réalisateur en souffrance hanté par ses souvenirs. Max, donc je me tourne à nouveau vers toi, oui. C'est toi qui vas nous parler de ce film, notre numéro 9. Ouais, dès que les Espagnols, ça va être pour moi, je pense, aujourd'hui. Je pense que voilà, t'en as bien parlé, c'est-à-dire que c'est un très beau film, c'est un film qui est très personnel, c'est-à-dire qu'on a même si on ne sait pas tout de la vie de Almodóvar, ça paraît assez évident, parce que déjà, il y a le look d'Antonio Banderas, qui a les cheveux un peu en brosse, qui a les cheveux gris. Si t'as vu une photo de Pedro Almodóvar, tu comprends, surtout que l'affiche joue en plus sur ce côté miroir, donc au moins il se cache pas là-dessus.
Et c'est intéressant parce qu'on retrouve toutes les obsessions de Pedro Almodovar. En fait, c'est un film dont il se sert aussi, c'est ce que explique Antonio Banderas, il se sert aussi pour dire des choses à sa mère, pour dire des choses à un ancien amant, pour dire des choses à un acteur avec lequel il s'est brouillé pour diverses raisons. En fait, c'est vraiment une introspection. Il y a un côté peut-être que c'est presque une thérapie en fait que fait Pedro Almodovar, mais avec son style. Donc c'est-à-dire très humain, très touchant, assez flamboyant aussi, parce que voilà, on le connaît pour ça. Et Antonio Banderas, donc, qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle. C'est à la fois logique parce que en fait, quand tu récompenses Antonio Banderas, tu récompenses aussi Pedro Almodovar qui l'incarne à l'écran. Donc, mais je trouve que c'est un film qui aurait pu mériter mieux. Il se trouve qu'il est tombé l'année de Portrait de la jeune fille en feu et de Parasite, mais que sans ça, il aurait peut-être pu avoir sa première Palme d'Or. C'est vraiment un très très beau film qui marche aussi bien si vous êtes fan de Almodovar que si vous connaissez pas grand chose à sa vie. Oui, c'est ça qui est bien. Moi, je conseillerais ce film pour ceux qui aimeraient découvrir l'univers de Pedro Almodovar. C'est une bonne porte d'entrée. Et pour ceux qui connaissent très bien, c'est aussi un film somme qui permet aussi de faire une sorte de best-of de toutes ces obsessions. C'est hyper accessible en fait comme film de Pedro Almodovar. Et je pense que si tu commences par ce film-là et que tu regardes les autres, bah plein de détails de Douleur et Gloire vont te sauter aux yeux. Tu vas dire ah d'accord, je comprends mieux pourquoi il parlait de ça. Corentin. Et c'est un film aussi où on peut dire que Almodovar se ménage pas lui-même, puisque du coup, comme tu l'as dit, le personnage joué par Antonio Banderas, c'est lui, clairement. Et on le voit dans des situations auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et je trouve qu'il montre... Il y a de l'introspection par rapport à sa vie, mais il y a de l'introspection aussi par rapport à lui-même, pas juste ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'il a vécu. Et c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de connaître toute la filmographie de Almodovar par cœur. C'est parce que ça raconte aussi l'histoire d'un homme qui se trouve être cinéaste. Et c'est là que que le film arrive à accrocher les gens, même les non initiés à Almodovar. Léa ? Moi, je voulais juste ajouter une toute petite chose sur la mise en scène, parce que c'est vrai que c'est très très représentatif aussi du style d'Almodovar, dans le sens où c'est toujours un cinéma qui est très coloré, avec un sens de la composition et un sens du cadre et des couleurs qui est juste un plaisir en fait à chaque plan. Et c'est vrai que comme toujours chez Almodovar, c'est grandiose et en même temps c'est très discret. Enfin, tout ça est d'une fluidité vraiment incroyable. Et donc moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis le film dans mon top personnel, c'est que je trouve que c'est dans ce que ça raconte passionnant et très touchant, mais aussi il y a un sens de la mise en scène qui est indéniable. Donc ça s'appelle Douleur et Gloire, c'est le dernier film de Pedro Almodovar et c'est disponible en VOD, DVD, Blu-ray. On passe au numéro 8, Au nom de la terre, premier long métrage réalisé par Édouard Bergeon avec Guillaume Canet, Anthony Bajon et Verle Bettens. Le film s'inspire de l'histoire vraie d'Édouard Bergeon, donc, enfin surtout de son père. Il raconte la vie de son père agriculteur en souffrance. Un film qui porte sur le malaise agricole et c'est toi qui nous en parles, Laetitia. Oui, c'est un très grand film. Je suis contente qu'il soit dans le top de la rédac. C'est un film qui est puissant et très incarné. Et il est très incarné par Édouard Bergeon, qui a vu donc son père subir les transformations du monde agricole et tous les désastres qui vont avec, mais également très très incarné par un très grand Guillaume Canet. Voilà, qui j'espère sera récompensé. Une petite parenthèse, c'était quand même une grande année pour lui entre son film Nous finirons ensemble. Il a joué pour Assayas. Enfin, il a eu pas mal de films cette année. Voilà, donc petite parenthèse, peut-être qu'il sera nommé juste à ce titre parce qu'il y a eu pas mal de films. Bah, ce serait pas mal. Et surtout qu'il est vraiment, il est assez jusqu'au boutiste dans sa façon d'incarner le rôle. Bon, déjà, voilà, physiquement, il y a une vraie transformation de Guillaume Canet que vous découvrirez. Voilà, il joue le rôle d'un homme vraiment déterminé, abîmé par le système. En fait, c'est une vraie saga familiale. On voit vraiment l'évolution de ce personnage, de sa rencontre amoureuse. Il devient père et toutes les difficultés. Au début, la prospérité, puis toutes les difficultés qu'il rencontre voilà, face aux dérives du monde agricole. Et c'est extrêmement fort. On a rarement vu, je trouve, le monde agricole filmé avec autant d'acuité, de puissance, de dureté aussi. Voilà, c'est un film qui m'a assez choquée, perturbée, ébranlée. Voilà, j'y pense encore aujourd'hui. Voilà, on a un peu parlé de Ken Loach aussi. On a un peu comparé à Ken Loach dans sa manière de faire la chronique un peu engagée, écologique d'un monde. Voilà, et puis ça nous prend réellement aux tripes. C'est un film aussi qui, quand tu parlais de saga familiale, c'est vraiment ça parce que ça va même
au-delà, parce que ça traite aussi des rapports que le personnage de Guillaume Canet a avec son père, qui était agriculteur lui aussi, qui a pris sa retraite. Et en fait, le film a l'intelligence de montrer, de pas mettre la responsabilité de ce qui se passe sur l'agriculture représentée par Guillaume Canet, et de montrer aussi que la génération d'avant, qui pourrait se targuer de oui, mais nous à l'époque on mettait pas de produits, on mettait rien de toxique, et au final dans le film tu te rends compte que si, déjà à cette époque-là, que eux avaient le choix et qu'ils ont fait le choix d'y aller, pour certains en tout cas, dans ceux qui sont montrés dans le film. Et du coup tu vois que les responsabilités sont plus contrastées, plus compliquées qu'on pourrait s'y attendre au premier abord, et moi j'ai trouvé le film aussi intéressant pour ça, parce que ça m'a appris ça. On a aussi Anthony Bajon. Oui. Qui représente justement le fils qui lui regarde ce monde en train de s'écrouler. Il y a donc ces trois pères en fait, ces trois relations et ces trois regards sur le monde dans lequel on vit, vraiment très très intéressant. On précise qu'Édouard Bergeon avait auparavant réalisé un documentaire également sur le même sujet, et c'est ça qui a été un peu à l'initiative de ce film. Donc, puisque le film n'est pas encore édité en DVD, ça sera le 4 février prochain, vous pouvez peut-être patienter en découvrant ce documentaire. Et puis le film est encore disponible est encore accessible dans quelques salles de cinéma. Donc ça s'appelle Au nom de la terre, premier long métrage d'Édouard Bergeon, et c'était donc notre numéro 8. On passe à notre numéro 7 qui nous emmène à Alger dans les années 90. Ça s'appelle Papicha et on va suivre une bande de filles qui nous a fait vibrer cette année. Un film au vent de liberté dont tu vas nous parler, Thomas. Ouais, c'est un film très très fort et je suis très content qu'il soit dans le top. Moi, personnellement, il était dans mon numéro 2. Donc voilà, c'est un film sur la liberté, la créativité, la condition féminine, mais aussi l'extrémisme religieux. C'est vrai qu'on suit vraiment le film dresse le portrait de plusieurs étudiantes, mais voilà, il y a un noyau, c'est le personnage de Nejma qui est joué par, franchement elle est exceptionnelle, c'est Lina Koudry qui est pour moi une révélation, et c'est un personnage qui est très combatif, presque rebelle, et vraiment qui a besoin vraiment de créer et de vivre et de faire parler sa passion, qui est la mode qu'elle utilise comme une arme d'ailleurs. Ça, c'est vraiment bien fait dans le film. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que c'est un personnage avec beaucoup de nuances. C'est-à-dire, on ne tombe pas dans le cliché de celle qui rêve de vivre ailleurs, etc. Là, au contraire, elle est très attachée à son pays. Elle veut y rester. Elle ne veut pas partir. D'ailleurs, il y a une scène où, voilà, son copain veut l'emmener en France. Elle ne veut pas. Elle veut continuer à vivre ici. Et voilà, c'est un film que j'ai énormément, vraiment énormément aimé, qui m'a beaucoup choqué aussi. C'est un film très dur, très violent. Il y a vraiment des scènes on peut dire voilà, qui peuvent insoutenables, hein, insoutenables vraiment, et c'est aussi la mise en scène de Mounia Medour, qui c'est son premier long métrage. Elle était réalisatrice de documentaires avant, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont elle filme les personnages. C'est une caméra à l'épaule, donc quand on suit les personnages, c'est vrai que ça bouge beaucoup, mais ça donne un côté très réaliste au film, et du coup ça apporte beaucoup de proximité aux personnages, beaucoup de réalisme. Et vraiment, voilà, j'ai trouvé ce film vraiment exceptionnel. Et c'est aussi un film très, enfin, bon, ça peut faire peur quand on en parle comme ça. C'est un sujet très sérieux, un film très sombre, mais c'est aussi un film assez pop, voilà, il y a quand même une utilisation des couleurs, il y a des musiques, et voilà, c'est vraiment un excellent film. Et j'espère que au César il aura quelques prix, et j'espère que Lina Koudry aura une récompense, parce qu'elle le mérite vraiment. Il y a une chanson de Benny B dans ce film. C'était le grand retour de hype de Benny B cette année entre Mais vous êtes fous et ce Papicha. Il fallait quand même le souligner. Voilà. Bon, si vous êtes né avant les années 80, après les années 90, ça vous parlera pas. Mais Benny B, voilà, c'est un groupe de rap belge important. Hein. On se moque pas du rap belge. Est-ce que vous souhaitiez ajouter autre chose sur ce film? Thomas en a très bien parlé, mais juste en une phrase, que moi j'ai vraiment été séduit par l'énergie du film, et que justement avec un background de documentariste, je m'attendais à ce que le film soit un peu lent, peut-être un peu froid, et au final, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de couleurs, et c'est vraiment ça qui m'a séduit, parce que je trouvais que ça contrastait avec la dureté du sujet, et ça fait une bonne alchimie. Moi justement, en fait, ça m'a beaucoup fait penser au film Mustang, qui était film franco-turc, qui a été récompensé au César, donc espérons qu'il aura le même chemin, mais c'est le côté la liberté, la fraîcheur, la luminosité face à l'extrémisme. Donc Papicha de Mounia Medour, ça sort en DVD en mars prochain, et c'est également encore dans quelques salles de cinéma si on vous a donné envie de le rattraper.
Numéro 6, Grâce à Dieu. C'est un film qui a été tourné dans le plus grand secret par le prolifique François Ozon. Grâce à Dieu s'intéresse au silence de l'Église face aux agressions sexuelles subies par des enfants et s'inspire du père Prénat, mis en examen en 2016. Et d'ailleurs, un nouveau procès est prévu début janvier prochain. François Ozon réunit un casting 4 étoiles, Melville Poupeau, Denis Ménochet, Swan Arlo, Éric Caravaca, pour un film précis, sobre et important dont tu vas nous parler, Corentin. Exactement, et avec grand plaisir, parce que moi c'était un de mes films préférés de l'année. Pas uniquement par son sujet qui, comme tu l'as dit, est important, mais aussi parce que c'est le traitement qui en est fait. Moi j'aime les films qui ont, comme c'était le cas pour Papicha ou comme c'est le cas pour Spotlight, qui ont un sujet et qui ont une forme qui s'adapte au sujet. Et là en fait, Ozon, il a un style très fantasy, on va dire, dans sa mise en scène parfois sur les sujets qu'il aborde. Donc j'avais un peu peur qu'il s'attaque à un sujet comme ça. Et au final, je trouve que justement la mise en scène est objective vraiment, c'est-à-dire qu'elle s'en tient aux faits, elle raconte les faits, elle ne prend pas parti. Elle n'essaye pas d'accuser qui que ce soit, elle donne la parole à tout le monde. Et voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un recul par rapport à ça, alors que le film se tournait alors qu'il y avait l'affaire était en cours et que on ne savait pas tout. Et je trouve que justement par ce numéro qui aurait pu être celui d'un équilibriste et qui aurait pu donner une catastrophe, a donné vraiment un très grand film porté par 3 acteurs formidables que sont Melville Poupeau, Swan Arlo et Denis Ménochet, et surtout aussi Aurélia Petit qui joue la femme de Melville Poupeau et qui a un rôle vraiment extraordinaire dans le film, son personnage est un sans faute, donc voilà, je trouve vraiment ça très 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 bien. Je pense que j'ai pas été le seul à le voir, donc allez, n'hésitez pas. Oui, donc c'est ce que tu disais, il y a 2 François Ozon, il y a le François Ozon théâtral un peu décalé et le François Ozon qui arrive à parler de choses avec énormément de douceur, de poésie, et le François Ozon, par exemple, de Sous le sable. Et là, moi, je le retrouve là-dedans, donc dans Grâce à Dieu, et c'est celui que je préfère, s'il faut choisir entre les deux. Et donc, je te rejoins complètement, et je trouve qu'il arrive à parler de ces hommes à la fois fragiles et en même temps fragilisés, on va dire, mais extrêmement forts, avec une grande sobriété. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, pour ma part. Ouais, c'est un peu Max, ce qu'on pouvait craindre, en fait, de François Ozon, qui, des fois, a un côté un peu provoque. Et on s'est dit, sur un sujet comme celui-ci, est-ce qu'il va vraiment arriver à s'en saisir ? Et en fait, ouais, on a l'impression qu'il a un peu mûri en fait, avec ce projet-là. C'est un projet qu'il n'a pas pu faire il y a 10 ans. Parce qu'en tant que cinéaste, il n'avait peut-être pas les épaules ni la maturité nécessaire pour le faire. Et là, on voit vraiment qu'il est capable de s'emparer d'un sujet qui est très fort et de le traiter avec la justesse qu'il faut. Et même la justesse, où on parlait du casting, il y a aussi Josiane Balasco. On est habitué à la voir dans des comédies un peu fainéantes et plan-plan où elle est bonne parce qu'elle a un bon timing comique. Mais là, on se dit, mais même dans les rôles dramatiques, en fait, elle a eu très peu de rôles dramatiques dans sa carrière. Et en fait, à chaque fois, elle est intéressante, elle est bien. Donc c'est la preuve qu'il faut lui donner beaucoup plus de rôles variés et pas la cantonner au registre comique dans lequel elle excelle encore. Thomas ? Justement, tu parles de Josiane Balasco, mais justement, Swan Arlo, qui joue son fils, moi, il m'a impressionné. Il arrive quand même relativement tard dans le film, vraiment dans le 3e acte, au bout le film dure 2h30 ou 2h20, il arrive au bout d'1h50. Et je trouve qu'il vole le film. Vraiment, je trouve qu'il a une performance qui, même si Denis Ménochet et Melville Poupeau sont excellents, je trouve qu'il apporte quelque chose de beaucoup plus grave. Et moi, il m'a impressionné. Voilà. Je l'aime beaucoup, c'est tout. Et ce que je trouve vraiment bien dans le fait qu'ils sont dans notre top, c'est qu'en fait, c'est un film de début d'année, un film de février. Et en général, ces films-là, c'est des films qui sont assez oubliés. Et je pense notamment au César. Là, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que ce serait très étrange. Mais généralement, on retient que les films de la deuxième moitié de l'année, genre après Cannes, ces films-là. Et là, que le film soit dans notre top, ça prouve que justement, il est assez fort et qu'il reste encore en mémoire alors qu'il est sorti au mois de février. Donc le film est déjà disponible en VOD, DVD, Blu-ray, et si vous êtes abonné à OCS, il est aussi disponible sur leur plateforme OCS Go. Et j'en profite pour préciser que, comme François Ozon tourne beaucoup, il a déjà un film qui est peut-être prêt, ou en tout cas bientôt prêt à sortir, qui s'appelle Été 84. Et très curieux de découvrir ça. Avant de passer au top 5, on fait un petit break dans le décompte pour aborder en bref notre flop 5, parce qu'on voit de très bons films, cette année nous a gâtés, mais on voit aussi des trucs moins cool qui piquent un peu, quoi. Blockbuster un peu foireux, comédie mal écrite, nanar. Quels sont les 5 films qui nous ont fait souffrir cette année ? Roulement de tambour. Vous les connaissez pas, vous ? Mais non, je crois qu'on va les découvrir en même temps que toi, ouais. Alors, numéro 5.
Ibiza d'Arnaud Lemort avec Christian Clavier. Alors, donc là, je sais pas si tout le monde a vu ces films, mais j'ai vu Ibiza. Je confirme qu'il a toute sa place dans ce classement. Je me contenterai de ça. Numéro 4, un autre film avec Melville Poupeau qui a été sorti juste avant Grâce à Dieu. Ça s'appelle Une jeunesse dorée. C'était réalisé par Eva Ionesco. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu ? Oui. Moi aussi, je l'ai vu. Il est courageux. Moi, personnellement, je sens maintenant, je commence à sentir les nanars et je ne m'inflige plus ces films-là. Donc merci Corentin de te dévouer pour nous. Peut-être pas tous vus, j'espère. Mais non, oui, c'était assez terrible, en grande partie par le jeu d'acteurs. Il semble pas y avoir beaucoup de direction d'acteurs. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Peut-être que je me trompe, mais je me suis vraiment dit ça sonne pas mal faux comme jeu. Donc, c'est dommage. Numéro 3, on retrouve une autre comédie française et je sens Corentin que tu l'as vu. Vous le faites exprès. Ça s'appelle All Inclusive de Fabien Antoniente. Bien sûr que je l'ai vu. Mais Corentin, moi aussi je l'ai vu. Ouais. Non, mais je veux bien dire un petit mot dessus. C'était donc, pour resituer, c'était le nouveau film de Franck Dubosc, du réalisateur de Camping. Et c'est un peu camping dans le All Inclusive. Vous savez ce que c'est, hein, c'est des espèces on va dire de pack voyage où tout est compris. C'est absolument raté et même François-Xavier de Maison, que j'aime beaucoup, a quelques répliques, mais rate aussi le coche. Et on en parlait tout à l'heure, il y a Josiane Balasco et Thierry Lhermitte qui sont sous-exploités, qui ont une scène en commun, mais ils ont des rôles très très caricaturaux et dont on peut largement se passer. Oui, il y a une tentative de réunir deux acteurs emblématiques des bronzés et en fait on se dit quel gâchis parce que c'est une sorte de sous-bronzé mal écrit et voilà, vous pouvez vous épargner ce film. Encore une comédie française en numéro 2. Tanguy le retour d'Étienne Châtilliez. Je l'ai pas vu celui-là. Max l'a vu. C'est moi qui dis ce que je me suis dit depuis le début. On est sur le top 5 de Corentin là, c'était un peu étrange. Oui, non, je l'ai vu ce film, malheureusement, j'ai envie de dire. J'avoue que j'y croyais assez moyen parce que j'ai un peu le sentiment que le cinéma de Étienne Châtilliez, qui avait réalisé La vie est un long fleuve tranquille, c'était un cinéma des années 90 et qu'il n'a pas évolué avec, et ça se sent sur le Tanguy le retour. On a un peu l'impression que le film a été fait pour des mauvaises raisons. C'est qu'en gros tous ces films ont foiré, donc il s'est dit je vais refaire mon dernier succès. Et non, pas du tout. Et le film est daté, il est complètement raciste sur certains points. Le seul truc que je sauverais entre guillemets, c'est que André Dussolier et Sabine Azéma sont bien, sauf que leurs rôles sont pourris. Vraiment, ils deviennent. En fait, tout le monde est insupportable dans ce film. C'est que parce que au moins eux, t'arrivais à les comprendre un peu dans le 1, même s'ils étaient méchants. Mais là, c'est vraiment de la méchanceté un peu crasse. Et puis Tanguy est relou. Puis voilà, puis le côté, le phénomène. En fait, à une époque, Châtilliez, il arrivait à saisir un peu des phénomènes de société. Et là c'est une pièce de boulevard. Mais une mauvaise pièce de boulevard. Donc, non, vraiment, je comprends sa place ici. Et le numéro 1, je crois que personne ne l'a vu autour de la table, c'est Hellboy de Neil Marshall. Ah si, Max, ça va, voilà. Ah super, ouais, merci, tu es là. Oui, je suis content de savoir que je suis pas le seul à l'avoir vu, parce que je pense pas que je sois le seul à l'avoir noté. Et voilà, c'est un reboot donc des films. Enfin non, il y avait eu les films de Guillermo del Toro, et là c'est une nouvelle adaptation parce que c'est adapté de comic books. Et c'est un truc qui est fait n'importe comment, vraiment. Ils ont voulu jouer sur le côté, c'est un peu gore, c'est classé R aux États-Unis, c'est-à-dire interdit au moins de 17 ans non accompagné. En France, ça devait être interdit moins de 12 ans. Mais c'est du gore un peu déjà moche parce que c'est des images de synthèse, c'est du gore complètement gratuit. Sur la bande son est un peu assourdissante parce que c'est vraiment du heavy metal. Tout est fait, mais n'importe comment. Tu te demandes comment ils ont fait ça. Et pourtant il y a des bons acteurs dedans parce qu'il y a David Harbour qu'on connaît surtout grâce à Stranger Things qui joue Hellboy, il y a Sacha Lane qu'on avait découvert dans American Honey de Andrea Arnold qu'on n'a pas beaucoup revu depuis mais qui a quand même trouvé le temps de faire Hellboy. C'est vraiment en plus je pense que le film a dû être réécrit, remonté, retouché comme un peu tous les blockbusters aujourd'hui. Alors, on revient à notre top 5 et on retrouve à nouveau un film Netflix avec The Irishman de Martin Scorsese, avec un des plus gros castings bonhommes de cette année, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel. The Irishman est une fresque, une saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre, racontée du point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu escroc et tueur à gages, ayant travaillé aux côtés de quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle. Corentin, c'est l'un de tes coups de cœur de cette année. Oui,
Oui, absolument, parce que le film dépasse le cadre de simplement réunir un casting qu'on n'avait pas vu réuni depuis longtemps et de tenter de les rajeunir. Alors, parce qu'en plus, le rajeunissement, bon, c'est très subjectif. On peut trouver ça raté, on peut trouver ça réussi. Ce qui est objectivement, je pense, réussi dans le film, c'est la mise en scène de Martin Scorsese, qui vraiment, là, montre que cette décennie a été une de ses grandes décennies à lui. Parce que en peu de films, il a réussi à vraiment faire quelque chose de fort. Et ce qui est fort avec The Irishman, c'est que c'est pas juste Scorsese qui dit tiens, je vais refaire un film de gangster comme à l'ancienne et puis on verra bien, ça risque de cartonner parce que les gens aiment bien ça de moi. Et non, on est vraiment sur un film qui pose un nouveau regard sur le film de gangster, qui pose un regard de quelqu'un qui a l'âge de Martin Scorsese, qui a eu du recul par rapport à ces films comme Casino ou Les Affranchis, et qui là te montre que le temps a passé et que parce que le temps a passé, sa vision du gangstérisme des Italo-Américains a évolué aussi. Et le film est, je trouve, vraiment là-dessus, et notamment à travers le personnage de De Niro, qui n'est pas paradoxalement le personnage forcément le plus fort du film ou le plus réussi, mais c'est son arc narratif qui est vraiment qui permet de voir tout ce que Scorsese voulait montrer. Et à la fin du film, qui montre le personnage de Frank Sheeran, donc De Niro âgé, il y a une sorte de conclusion de Scorsese qui dit des choses, je ne spoile pas, qui dit des choses sur lui-même, qui dit des choses sur ce que lui veut pour la suite de sa vie. Voilà, j'ai trouvé ça formidable parce qu'on n'aime rien tant que les cinéastes qui parlent d'eux dans leurs films, à travers même des histoires de fiction. Et en ça, le film était pour moi parfaitement réussi. Donc c'est The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, et c'est disponible sur Netflix. C'est Netflix toujours, avec notre numéro 4, ça s'appelle Marriage Story. Ça raconte l'histoire d'un metteur en scène et sa femme, comédienne, qui se débattent dans un divorce exténuant qui les pousse à des extrêmes. Ce metteur en scène est joué par Adam Driver, sa femme comédienne est jouée par Scarlett Johansson. Ça raconte plus ou moins l'histoire de Noah Baumbach, le réalisateur de ce film, qui donc revient après, notamment les Bergman se séparent, qui parlaient déjà donc de divorce, de Frances Ha et plus récemment de Meyerowitz Stories, New and Selected. Et c'est toi, Léa, qui va nous parler de ce film Marriage Story. Eh ben, gros coup de cœur pour ce film que je n'attendais pas du tout. En fait, je l'ai un peu découvert au moment où il sortait sur Netflix, donc je me suis dit ça m'intrigue. Et c'est vrai que le film, alors est très très réussi. C'est vrai qu'on avait un peu l'habitude d'un Noah Baumbach pas timide, mais qui nous offrait des films un peu normcore. Très, très chouette, mais sans plus, j'ai envie de dire. Et là, c'est un très grand film. Et je pense que c'est vrai que ça m'évoque aussi Almodovar, parce que je crois que quand les réalisateurs parlent d'histoires qui les touchent et qui comprennent et qui les concernent, ça donne des choses qui tout de suite prennent une dimension différente. Et surtout, le film repose aussi énormément sur ce duo d'acteurs qui est juste parfait, en fait. Adam Driver et Scarlett Johansson sont tous les deux vraiment au sommet. En plus, on voit dans le film qu'ils ont un vrai travail d'acteur avec des plans fixes qui durent assez longtemps, avec beaucoup de monologues et de dialogues. Et donc, il y a un vrai travail d'implication des comédiens et qui se sent, en fait, quand on découvre le film. Il y a toute une myriade de second rôles qui sont assez géniaux, avec notamment Laura Dern. Je ne vais pas tous les citer, mais Merritt Wever, qu'on avait pu voir dans la série Unbelievable aussi cette année. C'est vrai que c'est un petit bijou, ce film, parce que, évidemment, pour reparler de mise en scène, la mise en scène n'est pas du tout feignante. C'est vrai qu'il y a un gros travail, notamment sur les plans larges et les plans d'ensemble. On a l'habitude sur ce genre de film très intime et très intimiste d'avoir toute une série de gros plans et de champ contre champ. Là, on est dans quelque chose de quand même beaucoup plus inventif. Et puis, c'est bouleversant, en fait. Tout simplement, moi j'avais mon petit paquet de mouchoirs à proximité et à la fin du film il restait plus grand chose. Donc c'est vrai que juste parce que ça fonctionne, il y a pas beaucoup de défauts dans ce film et on est emporté et on est profondément ému. Donc je pense que je suis pas la seule à l'avoir vu. Ah non, complètement pas. Franchement, je te rejoins sur quasiment tout ce que tu as dit, même la mise en scène. En fait, si vous voyez le film ou que vous le revoyez, regardez bien comment il fait en sorte à chaque fois de les séparer. Eux dans le plan, soit ils sont pas sur le même plan, soit il y a quelqu'un au milieu, il y a un poteau au milieu. En fait, c'est vraiment, tu sens que le film a été très réfléchi.
Et j'aime beaucoup ce que fait Noah Baumbach en général, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude à ce qu'il soit aussi profond et aussi juste. Généralement, c'est des trucs un petit peu légers ou sur des faux jeunes ou sur vraiment l'air du temps. Là, c'est sur un sujet vraiment qui, évidemment, qui lui tient à cœur puisqu'il s'inspire de son histoire. Et il y a vraiment une justesse et sur les acteurs. Et c'est, moi, je pense, parce qu'on va parler bientôt de la décennie, pour moi, Adam Driver, c'est peut-être, pour moi, l'acteur de la décennie. C'est-à-dire que c'est un acteur qu'on a connu dans la série Girls en 2012. Et depuis, c'est même pas, il a décollé. Le mec est parti en fusée. Genre, il a fait un film avec les frères Cohen. Il a tourné pour Spielberg, Noah Baumbach assez régulièrement. Il vient de tourner avec Léos Carax. Il a fait du blockbuster à travers les Star Wars. C'est il tourne beaucoup pour Jim Jarmusch. C'est vraiment, et c'est un très très bon acteur surtout. Et vraiment là, il le prouve parce que il y a pas besoin de déguisement, il y a pas besoin de se mettre des cicatrices ou quoi que ce soit. Il joue un homme à peu près normal. Et il le fait très très bien. Donc vraiment, non, c'est un gros coup de cœur pour ce film que je trouve, qui est vraiment bouleversant et qui a beau être inspiré de l'histoire de Noah Baumbach, qui paraît assez universelle aussi. La magie des plateformes aussi fait que dès que ça a fonctionné un peu par du bouche à oreille au sein de la rédac, c'est que certains l'ont vu, en ont parlé à d'autres et très vite tout le monde a pu le voir et donc il est monté très vite dans le top et moi aussi il est dans mon top alors que je l'ai vu il y a quelques jours donc voilà, parce qu'il est disponible depuis très peu de temps. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout vraiment ce qu'il dit du couple en plein divorce, des parents face à leur enfant et comment gérer tout ça. Et surtout de l'ambivalence des sentiments de ces deux personnes-là qui s'aiment autant qu'ils se détestent et qui se sont fait autant de mal que de bien. Voilà, donc c'est très très fin, très très beau. Ça s'appelle donc Marriage Story, c'est réalisé par Noah Baumbach et c'est donc disponible sur Netflix. On entre dans le dur, là, on passe au top 3 de la rédac d'Allociné. Et donc, notre numéro 3 s'appelle Les Misérables, donc un autre film français qui intègre ce top 10. C'est un premier long métrage également réalisé par Lajli. Et on y suit Stéphane, arrivé de Cherbourg, qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux baqueux d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Voilà, donc c'est un film de banlieue, on va dire, incarné par Damien Bonnard, Alexis Mananti et Djibril Didier Zonga. Et c'est toi, Laetitia, qui va nous en parler. Oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est une vraie cartographie de la banlieue qui restitue l'atmosphère bouillante avec vraiment une grande intelligence et une sorte de j'irai pas jusqu'à dire neutralité, mais en tout cas une grande connaissance du sujet qui sort des clichés. C'est un film qui a séduit Cannes, qui a été un film choc à Cannes, qui lui a offert le prix du jury, très mérité. C'est un cri d'alarme, cinglant, un film coup de poing, qui est emmené par des acteurs brillants, comme vous l'avez dit. Je pense vraiment que c'est un film qui va faire parler encore de lui longtemps, et dont la mise en scène est parfaite. Et j'attire surtout votre attention, je pense que quand vous verrez le film, vous le comprendrez si vous l'avez pas encore vu, sur le plan final, qui pour moi représente vraiment toute la beauté de ce film, parce que c'est un plan qui en fait ne juge pas, ne tranche pas, qui nous laisse dans l'expectative, dans une sorte de grand suspense, de tension, et qui est un vrai choc. Moi, c'est le plan qui m'a le plus marqué et qui me hante encore aujourd'hui. Voilà, je vous laisse un peu prendre la parole sur ce film qui m'émeut beaucoup. Léa ? Je suis obligée d'être d'accord avec toi sur le plan final parce que moi, s'il y a un plan que je devais retenir de cette année de cinéma, ce serait vraiment celui-ci. C'est très rare de réussir à terminer un film sur un plan aussi fort et c'est compliqué d'en parler tellement c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, quoi. Enfin, moi, j'avais rarement... Alors, c'est à l'image aussi du film, parce que moi, ça faisait très, très longtemps, j'ai vu d'excellents films cette année, mais que je n'avais pas été en tension physiquement devant un film comme ça, avec une telle force, c'était incroyable. J'ai évidemment... j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était une expérience physique très intense, et je trouve que... c'est un premier film, donc c'est déjà... toujours un bonheur de découvrir des premiers films d'une telle qualité. On parlait de Papy Chat tout à l'heure. Moi, c'est des films où on se dit, on a quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui sait comment le dire et c'est passionnant. Et c'est vrai qu'il y a des fulgurances de comédie, en fait. On passe du rire aux larmes. Tout ça est très bien rythmé, très bien construit. Et c'est vrai que moi, je retiens le film et pour son plan final et aussi pour quelques fulgurances comiques que je trouve extraordinaires. Parler à ta place sur la mise en scène. J'allais le qui faire. C'est ça, parce qu'elle n'osait pas le dire. Non, mais qui est aussi brillante, qui est virtuose, en fait. Il y a une vraie poésie,
enfin, il y a des plans aériens, je te laisse. Non, changer, mais Max. c'est exactement ce dont je voulais parler. En fait, tu parlais de cartographie et c'est vraiment, il y a beaucoup de plans au drone qui participent à l'histoire aussi parce qu'il y a un des personnages qui filme un petit peu toute la cité grâce à un drone et c'est ce qui notamment avait fait Lajli étant plus jeune. Et vraiment, il y a ce côté où vraiment tu vois la banlieue de haut et il y a aussi même cette idée en fait de s'élever un peu au-dessus des clichés, au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire ne pas tomber dans les trucs faciles concernant les banlieues, mais de dire tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Et le film en fait se place à la fois du côté des baqueux et du côté des gens de banlieue en fait pour montrer que chacun a ses torts et que en fait c'est vraiment les comportements en fait c'est des instincts de survie. Et c'est sur ça en fait tu parlais d'un cri de colère et d'un cri d'alarme, c'est sur ça que Lajli veut attirer l'attention en disant c'est une véritable poudrière et ça peut péter n'importe où, n'importe quand, ça peut venir de n'importe qui. Thomas ? Ouais, c'est vrai que la mise en scène et l'histoire, c'est à vif, mais surtout c'est les acteurs aussi. Moi, je retiens surtout Alexis Mananti, qui est vraiment effrayant, mais vraiment, effrayant, irritant. On a envie mais on y croit vraiment à fond. Enfin, moi, j'ai vraiment cru en son personnage et moi, je l'ai trouvé vraiment super cet acteur aussi. D'ailleurs, je précise qu'Alexis Mananti fait partie des co-scénaristes du film. Oui. Corentin, tu voulais... Oui, je voulais me joindre au concert de louanges sur le film parce que c'est vraiment j'ai été vraiment très très touché par le film et je trouve vraiment notamment que on va appeler ça les séquences d'escalier sont vraiment ce que j'ai vu de mieux en termes de tension et de rythme depuis très très longtemps au cinéma et notamment dans les thrillers français. Parce que c'est un moment un peu thriller. Donc je trouve que vraiment Lajli montre par ces séquences-là et par les thèmes de son film que vous avez très bien souligné que ça va être quelqu'un avec qui il va falloir compter dans les années à venir, quoi. Donc ça s'appelle Les Misérables, réalisé par Lajli. Ça sortira en DVD Blu-ray le 25 mars prochain. En début d'émission, je vous disais qu'il y aurait plusieurs films cannois. Eh bien, c'est le cas puisque notre top 2 se constitue de 2 films qui ont été primés à Cannes. Ce numéro 2, c'est Portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Céline Sciamma. C'est un film d'époque en costume qui se passe en 1770. On y suit Marianne et Héloïse. L'une est peintre, l'autre est une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Et cette peintre va donc devoir peindre à son insu cette jeune femme qui vient de quitter le couvent. Eh bien, c'est toi, Léa, qui va nous parler de ce film Portrait de la jeune fille en feu. Alors, c'est compliqué parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi cette année. Je suis vraiment ravie que la rédac soit d'accord et que le film soit deuxième du top. Parce que c'est, si je devais choisir un mot pour résumer le film, je pense que je dirais que c'est brillantissime. C'est d'une intelligence... moi ça m'a terrassée en fait, le film m'a vraiment terrassée. Certains détracteurs du film ont pu dire que c'était un film trop froid et trop théorique, et en fait c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est avant tout un film évidemment féministe, donc voilà, on est aussi très ému du succès et de la réussite du film pour ça, parce que c'est un vrai film féministe, écrit et réalisé par une vraie féministe et incarné par des personnages féministes et des comédiennes féministes. Donc ça, c'est très important. Et surtout, c'est un film qui réinvente une nouvelle forme de cinéma qui parle des femmes d'un point de vue féminin. Et c'est vrai que, alors on a beaucoup parlé cette année du female gaze, c'est un des sujets qui a beaucoup découlé, notamment de l'affaire Weinstein et du hashtag MeToo, l'absence de représentation des femmes par les femmes dans des films produits par des femmes, etc. Mais c'est vrai que c'est des formes nouvelles et qui nous touchent, qu'on soit des femmes ou des hommes en fin de compte. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à entendre les gens qui disent que c'est un film froid, parce que on ressent encore une fois tellement de choses en regardant ce film. C'est parfois très érotique, c'est parfois très drôle. On est sans arrêt sollicité en tant que spectateur. Et puis c'est vrai qu'on s'est beaucoup arrêté sur le plan final des Misérables. Et là, la scène finale du Portrait de la jeune fille en feu, c'est une scène qui est complètement bouleversante. Je crois qu'on a tous versé notre larme, et c'est vrai que cette relation entre ces deux personnages est tellement belle, et tellement pure, et tellement
triste et tellement joyeuse. Enfin, c'est tout à la fois et ça parle tellement bien d'amour et d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma que voilà, ça fait un bien fou. J'ai encore 1 milliard de trucs à dire sur le film, donc c'est compliqué. Je vais vous laisser la parole, mais moi, je suis vraiment très heureuse que ce film soit dans notre top et j'en suis très fière. Thomas. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que Léa vient de dire, et c'est aussi un film d'une grande beauté et très gracieux. Vraiment, la photographie est sublime. Il y a des plans que j'ai même pas encore oubliés depuis le mois de septembre, la sortie du film en salle. Et vraiment, voilà, Noémie Merlan, Adèle Haenel, enfin parfaite. Et ouais, moi aussi, il est dans mon top, donc je suis très content. Par moment, on n'est pas loin du. C'est un cliché de le dire quand on parle de belle photographie, mais là, je trouve vraiment qu'on n'est pas loin de la peinture, en fait. Il y a des plans qui sont les plans de plage, les plans même en intérieur, où on pourrait se dire justement, dans une vieille maison comme ça, la lumière ne passe que par les grandes fenêtres. Et c'est un film qui joue beaucoup sur par où arrive la lumière, où va la lumière et ce que montre la lumière. Qui arrive à se frayer dans ce grand château qui pourrait paraître vide et froid, mais qui au final recèle de la chaleur grâce à ce couple qui y vit en fait. Et j'ai vraiment trouvé, moi j'ai vu le film, ça a été un coup de cœur immédiat aussi. Et je savais qu'il serait très très haut à la fin de l'année. Je pensais pas même qu'il serait si haut parce que je l'ai mis très haut. Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose ? Gros coup de cœur aussi, et je sais que c'est également le tien, donc si tu veux nous en dire un mot, il faut quand même que tu puisses nous en reparler. Moi, c'est vraiment le côté, oui, la revisite du désir féminin, d'un nouveau regard qui m'a vraiment emballée depuis le début. Il est inestimable à ce titre-là. Moi, je juge souvent la qualité d'un film au fait qu'il puisse se voir plusieurs fois et s'apprécier plusieurs fois, s'apprécier différemment. C'est un film que j'ai vu 2 fois en salle et que j'ai hâte à nouveau de revoir parce que c'est un film intelligent qui ne nous prend pas pour des imbéciles. Voilà, tout à l'heure, on parlait du flop 5, des films qui étaient mal écrits, qui se moquaient un peu de nous. Et moi, si j'ai un profond respect pour ce film, c'est parce que voilà, c'est un film qui nous respecte et qui est intelligent et qui nous rend plus intelligents. Moi, ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que finalement, ça va peut-être très fort ce que je vais dire, mais c'est un film qui m'a changé. Vraiment, dans ma façon de regarder les films, dans ma façon de réfléchir au féminisme. Pourtant, j'ai pas forcément un attrait à la base pour les films un peu d'époque. Ça peut parfois être un peu poussiéreux. Il y a parfois un côté suranné qui me tient éloigné du film. Et là, c'était pas du tout le cas. Pour moi, c'est un film qui a tout, qui est beau, qui est intelligent, qui a de grandes actrices. Voilà, je ne doutais pas un seul instant du talent de ces actrices. Et puis, c'est Céline Sciamma. On n'a peut-être pas assez parlé d'elle, de son travail, mais c'est une réalisatrice qui, vraiment, de film en film, surprend, fait quelque chose d'intelligent à chaque fois. Et je pense qu'on a de la chance de pouvoir suivre son travail comme ça, d'être, je sais pas, c'est contemporain de son travail. Voilà, donc j'ai hâte du prochain film en espérant qu'il ne faudra pas attendre 5 ans pour voir le prochain. Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, c'est notre numéro 2 et ça sortira en DVD le 4 février prochain. Et il a également été sélectionné pour le festival Télérama et la sélection UGC. Donc vous pourrez le voir en salle au mois de janvier. Puis il est encore accessible dans quelques salles. On passe au numéro 1, à nouveau un film cannois. Je pense pas que ça sera une très grande surprise pour nos auditeurs parce que c'est un film qui a été plébiscité par tout le monde. C'est à la fois un succès public, un succès critique. En France, il a fait près d'1,7 million d'entrées. Et quand on sait que c'était la Palme d'Or, c'était pas gagné, parce que souvent on associe Palme d'Or à des films confidentiels. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'était une grande année cinéma, une grande année pour Cannes. Ce film, c'est Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. Et Thomas, tu as la primeur, la chance de parler de ce film qu'on a, je crois, tous vu autour de la table, tous beaucoup aimé. Ouais, à toi. Mais tu parlais justement de non-surprise, et c'est justement ça, en fait. C'est-à-dire que le film met tout le monde d'accord, et je pense que c'est aussi parce qu'il réussit un exploit qui est rare. C'est un film d'auteur, un vrai film d'auteur, mais qui est aussi très grand public. C'est même un film à spectacle qu'on peut voir avec sa famille, avec ses amis. Et d'ailleurs, le succès parle de lui-même. Enfin, je veux dire, de telles entrées pour un film comme ça primé à Cannes, Palme d'Or, souvent ça peut effrayer les spectateurs. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est parce que c'est un film qui est multiple, presque schizophrène. C'est une comédie avec parfois des moments presque absurdes. C'est un thriller sombre, c'est un drame social, c'est même un petit peu de fantastique avec cette histoire de pierre, etc. C'est un film qui a énormément de facettes. Il y a tout, en fait. Et il y a de beaux et de grands personnages. Moi, je suis vraiment fan de l'acteur Song Kang-ho, qui est vraiment excellent. Et voilà, c'est un film qui est très accessible, mais accessible ne veut pas dire
qui n'est pas exigeant. C'est un film avec une grande exigence, qui a une très très grande mise en scène, très maîtrisée. Ce sont des plans très très larges. Il y a aussi une caméra très fluide et il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, je pense que tout le monde s'en rappelle, c'est dans la scène de l'inondation, un plan qui est vu du ciel, c'est un plan de transition, et ça c'était vraiment un grand moment, et voilà, c'est très rythmé, il y a beaucoup de retournements de situation, c'est une sorte de grand 8 en fait, hein, pour le spectateur, et donc c'est aussi un film qui est intemporel parce qu'il parle d'un sujet, la disparité donc entre ceux qui sont pauvres et les riches. Voilà, il y a d'un côté une famille qui est très attachante, mais voilà, qui vit dans la saleté, en dessous des trottoirs, à côté de là où les gens vont uriner, avec les toilettes, etc. Et de l'autre côté, on a une maison très design, très architecturale, où tout est géométrique. Et donc forcément, les deux facettes sont très caricatural, mais c'est pas très grave parce que c'est du cinéma, c'est pas un documentaire, donc voilà, ça fonctionne. Et voilà, vraiment, je vais même aller un peu plus loin. Moi, je pense que c'est un film instantanément culte, presque. Vraiment. Je pense que c'est un film dont on se souviendra dans 10-15 ans. Et donc, c'est pour ça que voilà, le jury a vraiment tapé dans le mille et je pense que les spectateurs ont répondu à l'appel. Léa, oui. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le film. C'est vrai que moi, il se trouve un tout petit peu plus bas dans mon top parce que j'ai pas été touchée au cœur et complètement bouleversée par cette histoire, mais c'est une satire sociale qui est très brillante également. Et c'est vrai que moi, si je devais retenir quelque chose du film, c'est qu'en fait, en le regardant, non seulement j'ai pris beaucoup de plaisir, mais surtout, je me suis dit, mais c'est un film parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun défaut dans ce film. Et c'est presque ce qui m'a dérangée, parce que c'est vrai que ça manque presque d'aspérité. Alors, il y a plein d'aspérité dans l'histoire, dans ce que ça raconte. Et il tombe jamais dans la facilité, dans la mise en scène, mais c'est un film parfait. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a autant fait l'unanimité, c'est ce qui fait qu'il est premier de notre top et qui, je pense, sera premier de beaucoup de tops, c'est qu'il n'y a rien à dire en fait. On ne peut pas critiquer ce film parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on entre dans l'univers, qu'on n'entre pas, il y a énormément de dialogues, c'est pas forcément facile d'accès, mais c'est parfait. C'est même un film, quand on le découvre très tardivement, c'est compliqué de ne pas l'aimer. Et je rejoins ce que tu dis, d'ailleurs, c'est ce que j'exprime quand je parle de ce film, c'est un film parfait. Et c'est très étonnant de pouvoir le dire. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme de pouvoir le dire. Et en fait, on le dit de façon totalement assumée, parce qu'il n'y a rien à dire à ce film, même quand on en a trop entendu parler, même quand on se dit non, mais ça, moi, c'est pas du tout mon genre. En fait, c'est le genre de personne et de tout le monde, tant c'est surprenant. Et si ça a touché un aussi grand public, je pense que ça tient aussi au fait que, effectivement, l'accessibilité par presque les différents tableaux que propose le film, à chaque fois en virant dans un genre ou dans une tendance, et aussi par le sous-texte qui n'est pas bien compliqué à saisir de ces disparités de richesse entre ces deux familles. Et je crois que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que de quelque côté qu'on soit de cette barrière, je pense qu'on se retrouve dans la situation, on comprend ce que ressentent ces gens, et voilà, je crois que c'est cette humanité-là et cet aspect social du film qui, de toute façon, rassemble quoi qu'il arrive, que quand bien même la mise en scène n'aurait pas été totalement au niveau, il y aurait eu ça pour faire venir les gens en salle, je pense. Parasite de Bong Joon-ho, c'est disponible en VOD, DVD, Blu-ray, un peu partout. On fait un dernier tour de table. Je vous le disais dans le sommaire, on va essayer de répondre à cette question extrêmement compliquée. Quel est notre film préféré de la décennie ? On n'a pas fait de top 10, mais on va faire un tour de table où chacun pourra nous partager donc son film préféré sorti entre 2010 et fin 2019. Et également en bonus, je vais vous demander de me parler d'un film qui n'était pas dans ce top 10 de la rédaction, mais que vous aviez envie de défendre, voilà, votre coup de cœur personnel. Voilà, c'est à vous. Pour le film de l'année qui n'est pas dans le top et que j'aurais aimé voir dans le top, j'ai d'abord pensé au documentaire sur Diego Maradona que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais peut-être qu'il avait moins de chances de se retrouver dans le top, mais un film que j'aurais bien aimé voir dedans, c'est Chambre 212 de Christophe Honoré, qui est pour moi une autre preuve qu'on a eu une très bonne année du cinéma français, et qui est un film qui paraît être un film petit, qui a été fait assez rapidement, et en fait qui est bourré d'idées, qui est bourré d'inventivité, on pourrait croire que c'est du théâtre filmé, mais non, il arrive à chaque fois à sortir de ça, il insuffle un peu de fantaisie dans le film Christophe Honoré. C'est une déclaration d'amour à Chiara Mastroianni qui est absolument fabuleuse dans le film. C'est un film que j'ai vu 2 fois, une fois à Cannes et une fois en salle,
Et vraiment, ça m'a plu les 2 fois. Et vraiment, je trouve que c'est un film qui a énormément de charme, qui, moi, sera dans mon top 10 de l'année. Et c'est un film que j'aurais bien vu aussi dans notre top global. Et ton film de la décennie? Et oui, mon film de la décennie, donc c'est The Social Network de David Fincher. Quand on parlait justement de Parasite sur le côté film parfait, je trouve qu'il y a ça aussi avec Social Network, c'est-à-dire que l'écriture, enfin c'est millimétré, la mise en scène, Fincher est quand même assez pointilleux, donc ça l'est aussi. La musique est formidable aussi, les acteurs sont très bons. Et puis c'est un film aussi qui parle bien de la décennie 2010, c'est-à-dire qu'avec la création de Facebook et l'histoire de Mark Zuckerberg, c'est un film qui reste pertinent encore aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça moi que je le mettrais mon numéro 1 de cette décennie. Alors moi, le film que j'aurais beaucoup aimé voir dans le top, mais ça ne m'a pas surprise parce que je crois que c'est un film qui n'a pas été énormément vu à la rédac cette année, c'est Une grande fille de Cantemir Balagov, qui moi a fini numéro 1 de mon top, qui est un film époustouflant visuellement. Et moi, ce qui me paraît important et ce qui fait que j'avais envie d'en parler, au-delà du fait que j'ai adoré ce film et que je trouve que c'est un film immense, c'est qu'en fait, on assiste, après Tess Nota, à l'émergence d'un très grand metteur en scène. C'est une évidence et c'est vrai que là, on est face à quelqu'un qui nous propose des choses qui sont du niveau d'un Stanley Kubrick ou d'un Bergman. Enfin, c'est quelque chose d'assez fascinant à voir en fait naître sous nos yeux. Au-delà de ça, c'est un film qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale dans un Leningrad en ruine et qui est centré sur 2 personnages féminins qui sont très très forts et c'est à la fois magistral visuellement et en même temps ce que ça raconte est très fin, très intelligent et vraiment bouleversant. Je crois qu'il est déjà disponible en DVD et Blu-ray et vous ne le regretterez pas parce que c'est un film important et c'est un cinéaste qui va vraiment compter. Je te rejoins à 1000%. Et donc ton film de la décennie? Alors mon film de la décennie, ça a été une évidence absolue, c'est Mad Max Fury Road de George Miller, qui est sorti en 2015, si je ne m'abuse. Et voilà, c'est une évidence, je l'ai dit. Pour moi, ça se place très très haut. Finalement, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ce sera mon film de la décennie. C'est un film, c'est un pur kiff de cinéma en fait. C'est un pur kiff de spectateur. C'est vraiment un truc dans lequel on rentre, on se fait embarquer et puis le scénario est assez basique finalement, mais c'est très fluide. La mise en scène est flamboyante. Les personnages sont géniaux. Charlize Theron, Furiosa, c'est un magnifique personnage féminin comme on aimerait en voir dans tous les films. Je vais pas en dire des caisses parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu ce film. Mais moi, je l'avais vu 4 fois quand il est sorti au cinéma. J'étais allée le voir 4 fois et puis ensuite j'avais découvert la version Black and Chrome également en salle. Et on parlait de films cultes avec Parasite, Mad Max Fury Road, c'est un film qui est déjà culte et qui va le rester encore pendant très longtemps. Donc voilà. Laetitia? Moi, je voulais mettre en lumière un film qui est sorti il y a très peu de temps, mais que j'ai vu il y a quelques temps déjà et dont je n'ai jamais pu parler. C'est Lola vers la mer. Donc c'est le premier long métrage de Laurent Micheli, qui en fait suit le road trip bouleversant d'un père et de son enfant transgenre. Donc c'est c'est un film qui parle du deuil d'un père qui qui se rend compte qu'en fait son enfant né fils est en fait veut être une fille et est une fille, et deuil d'une jeune fille qui vient de perdre sa mère et qui doit également faire le deuil de tout son passé et affirmer sa nouvelle identité auprès de son père. C'est un film bouleversant, c'est un film porté par une actrice qui est pour moi la deuxième révélation, à égalité avec Lina Koudry cette année, qui s'appelle Mia Bollers et que j'espère dont on va entendre parler beaucoup par la suite. Et c'est un film aussi qui a une mise en scène très inventive, un vrai regard, qui s'inspire notamment de Xavier Dolan un petit peu. Donc voilà, un réalisateur qui va devenir grand et que je vous encourage à suivre à tout prix, voilà. Et ton film de la décennie? Justement, la transition est toute trouvée. Mon film de la décennie, donc c'est un film de Xavier Dolan. Il faut savoir que Xavier Dolan est premier dans mon top. Ça fait 10 ans qu'il est premier dans mon top à chaque fois qu'il sort un film. Et le film qui pour moi est le chef-d'œuvre jusqu'ici de sa jeune carrière, c'est Mommy.
Donc, je partage ce coup de cœur avec la personne qui parlera juste après moi. Donc, voilà, teasing. Donc, c'est un film rock'n'roll, c'est un film brillant, c'est un film féministe, c'est un film qui sort du cadre. C'est le cas de le dire, qui élargit le cadre au sens strict. Voilà, c'est un film aimant, vraiment bouleversant. Et voilà, Xavier Dolan a vraiment inspiré toute une nouvelle génération de réalisateurs, et c'est pour moi le réalisateur de la décennie. Thomas, transition toute trouvée, puisque je crois que tu vas à nouveau nous parler du réalisateur de Ouais. cette décennie. Exactement. Moi, un film qui n'est pas dans le top de cette année et que j'ai envie de défendre, et je vais pas me faire des amis, j'en suis sûr, c'est Ma vie avec John F. Donovan. C'est un film qui a été très décrié, même avant que les gens l'aient vu, à cause de son tournage compliqué. Donc, John F. Donovan, ça parle en fait d'un jeune acteur, un jeune Anglais qui entretient une correspondance avec son idole. Donc, cet acteur américain très populaire, John F. Donovan, et donc cette correspondance va être révélée au grand jour. Et moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré parce que je me suis vraiment reconnu dans le personnage de ce petit garçon qui est fan de cinéma et qui regarde vraiment des films en boucle jusqu'à connaître les répliques par cœur. Et le film, c'est ça en fait. C'est un film qui est passionné, qui rend hommage à des classiques américains des années 90. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans le film des tonnes et des tonnes d'hommages, même des scènes, des répliques qui sont copier-coller avec ces films originaux. Et c'est un film qui est aussi très, très ambitieux, qui se passe dans 3 villes différentes, dans 2 temporalités différentes, avec plein de personnages. Moi, je trouve pas que le film soit un peu brouillon. C'est vrai qu'il parle de beaucoup de choses. C'est un film qui est explosif, électrique. C'est un film où il y a une urgence, je trouve, dans le discours. On pleure beaucoup, on crie beaucoup, il y a beaucoup de musique. Alors, c'est vrai que ça fait un peu hystérique, mais moi, je trouve que c'est assumé. Et voilà, c'est un film où il y a beaucoup de vie. Et voilà, on peut pas... Enfin, moi, j'aime beaucoup John F. Donovan et j'avais envie de le défendre et de lui rendre justice. Et ton film de la décennie ? Mon film de la décennie, donc, je partage avec Laetitia Mommy. Ça, c'est une évidence. Pour moi, tu parlais tout à l'heure de films qui changent des vies. Pour moi, Mommy a changé la mienne, c'est certain. Mais un autre, c'est Mustang de Dennis Gamze-Erguven. Voilà, ça rejoint un peu le film que j'ai défendu tout à l'heure, Papicha. Donc, ça se passe dans la campagne turque de nos jours, où c'est 5 sœurs qui s'amusent en fait à la fin de leur période scolaire, juste avant le début de l'été, avec des garçons. Et donc, voilà, les langues vont un peu se délier dans le village et elles vont être enfermées chez elles. Elles vont être emprisonnées. Et il va y avoir des mariages qui vont être faits, des mariages forcés, etc. Et c'est un film, pareil, qui parle de liberté, d'identité, de courage. Ce que j'aime surtout dans ce film, c'est que on parle pas de victimes. Ce sont des filles qui sont rebelles, qui cherchent vraiment à se battre. Il y a cette scène incroyable où elles fuguent de chez elles pour aller à un match de foot. Donc c'est vraiment des personnages, voilà, très... Voilà, je vais encore employer ce mot explosif et voilà, c'est un film moi qui m'a beaucoup touché sur la fin de l'innocence et refusé le déterminisme social et voilà, Mustang, Dennis Gamze-Erguven, le top. Corentin, tu termines ce tour de table. Waouh. Donc d'abord le film de cette année. Ouais. Moi j'aurais bien aimé voir Le Traître un petit peu plus haut parce que donc c'est un nouveau film de Marco Bellocchio. Et en fait, ça raconte l'histoire du premier membre de la mafia italienne, Cosa Nostra, comme ils disent dans le film, qui a parlé. C'est le premier qui a trahi le serment de la mafia et qui est allé voir la justice pour faire tomber des mafieux. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce qui est montré, c'est qu'il l'a fait par intérêt, clairement. Il l'a pas fait pour la beauté de la justice ou la beauté du geste. Il l'a fait parce qu'il avait pas le choix. Et le film est très très bien parce qu'il a des fulgurances de mise en scène. Moi, j'ai encore des plans qui me sont restés en tête. Il y a un moment, il y a un jump scare, on peut dire, dans le film qui est vraiment saisissant. Et puis il y a un acteur, Pier Francesco Savino, qui est extraordinaire dans le film, qui joue le rôle principal. C'est vraiment... il faut prendre le temps de le voir, parce que ça fait 2h20, mais vous ne vous ennuierez pas. Il y a notamment des scènes de procès des mafieux par un juge qui ressemble à une espèce d'opéra. Enfin, c'est des scènes vraiment... le mot qui me revient, je l'ai déjà dit, mais qui me revient, c'est saisissant. Voilà, c'est un film saisissant. Je vous encourage à le rattraper. Je ne sais, j'ai pas regardé s'il était disponible déjà, mais s'il l'est, courez-y.
mais je pense pas. Pas encore en DVD, mais je pense qu'il est encore dans quelques salles. Et ton film de la décennie ? Alors mon film de la décennie, je vais être jugé à partir du moment où j'aurai dit le titre, donc je prends des pincettes avant. Il s'appelle Winter Sleep de Nouri Binge Ceylan. Alors pourquoi je vais être jugé ? Il faut savoir que c'est un film qui fait 3h30 et qui est jugé qui est vu comme très froid et comme un film esthète, ce qu'il est. Esthète mais pas esthétisant. C'est un film qui moi m'a parlé à l'époque où il est sorti. Et qui continue de me parler parce que c'est un film qui est sur la solitude. C'est-à-dire c'est un personnage qui vit dans un hôtel isolé, c'est l'hiver, il neige, il est bloqué là-dedans, et dans son hôtel, et il va réfléchir à sa vie. Donc c'est un film contemplatif, c'est un film introspectif de ce personnage-là, mais c'est vraiment un film remarquable parce qu'il est beau, parce qu'il est très bien interprété, parce qu'il est passionnant. Le fait est qu'il faut être prêt à être dans un espèce de cocon enneigé pendant tout le film, mais c'est un film qui continue à me parler, et c'est pour ça que je l'ai mis en décennie. C'est que quand j'ai fait mon top de chaque année, il y avait celui-là, et je me suis dit, celui-là, j'y pense encore, contrairement à beaucoup d'autres. Foxcatcher, que j'avais mis en top 2014, je l'ai un petit peu zappé, par exemple, de 2015, pardon. Et Winter Sleep, je l'ai encore. Et je pense que c'est un des meilleurs films sur la solitude qui ait été fait, et je vous encourage à le rattraper dès que possible. Et très rapidement, moi, je vais vous donner 2 films. Pour le film de cette année, je triche un peu parce que c'est un film qui n'est pas sorti en salle, mais il aurait dû, je trouve, mais qui est accessible actuellement sur le replay d'Arte. C'est un documentaire qui s'appelle Insoumise, et c'est un documentaire qui trouve un écho assez particulier puisqu'il parle de féminisme à l'époque des années 70, qui met en avant en particulier la comédienne Delphine Seyrig, qu'on connaît pas assez. On connaît beaucoup Catherine Deneuve, on connaît beaucoup Jeanne Moreau, des actrices de cette époque, mais beaucoup moins Delphine Seyrig, qui a joué notamment dans d'Anne et pour François Truffaut. Et voilà, c'est vraiment un documentaire bourré d'archives hyper intéressantes, qui est aussi drôle, hyper instructif. Voilà, donc ça parle de féminisme, et si tous les sujets dont il a été question ces derniers temps vous intéressent, voilà, ce documentaire disponible gratuitement sur le site d'Arte devrait trouver un certain écho en vous. Et pour le film de la décennie, j'en prends un qui justement a été tourné sur une décennie, même un peu plus. Ça s'appelle Boyhood, réalisé par Richard Linklater, qui fait d'ailleurs l'objet d'une exposition actuellement au Centre Pompidou. Si vous êtes à Paris, faites un petit crochet par cette expo. En plus, c'est gratuit. C'est un très grand réalisateur qui montre de film en film quelque chose de différent. Enfin, il est hyper inventif. Et donc, dans Boyhood, tout simplement, il filme un petit garçon qui grandit sous nos yeux. Et voilà, c'est bouleversant de voir ça en vrai, hein, sans CGI, sans fond vert. C'est vraiment ce petit garçon qui devient adolescent et jeune adulte sous nos yeux. Ça a été tourné sur 12 ans. Il y a notamment Ethan Hawke et Patricia Arquette au casting également, qui sont parfaits, qu'on voit également vieillir. Voilà, donc c'est un film sur le temps qui passe, avec des clins d'œil à la pop culture. Et je me souviens très bien de cette scène où, à un moment, ils ont une conversation en disant « Ah, et si jamais il y avait un nouveau Star Wars ?» Et en fait, ça n'était pas du tout d'actualité à l'époque où ils l'ont tourné. Et finalement, il y a vraiment eu un Star Wars. Donc c'est aussi un film un peu visionnaire. Voilà, donc je vous le conseille. Donc voilà, c'est déjà le temps de conclure cette émission. Je crois qu'on a explosé les compteurs. On voulait pas dépasser 1 heure, et je pense qu'on va faire un petit peu plus. Pardonnez-nous, mais on est tellement passionnés qu'on avait envie de défendre ces films autant que possible. Voilà, c'était une très belle année cinéma. On vous encourage à avoir la curiosité de découvrir les films dont on vous a parlé, de profiter des fêtes de fin d'année pour le faire, les regarder en famille, pourquoi pas, notamment Klaus, qui est un film parfait pour regarder en famille. C'est le dernier podcast de cette année 2019, mais on vous donne rendez-vous en 2020 avec plein d'autres émissions. Et merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous les 5 d'avoir défendu avec passion tous ces films. Laetitia, Léa, Thomas, Maximilien, Corentin et Jean-Maxime aux manettes. Merci d'avoir réalisé cette émission, et on vous dit à l'année prochaine. Merci. Salut, merci. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.